Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce webinaire Tech2Med édition rentrée 2023. Pendant qu'on va introduire ce webinaire, on va laisser les autres arriver, qui arrivent en grand nombre. Vous êtes plus de 225 inscrits, je crois, à ce webinaire. On sait que bon, certaines personnes ne viendront pas, mais qu'il y en aura probablement pas mal de monde, ce qui nous permettra d'avoir, j'espère, des interactions et des questions dans le Q&A ou bien dans le chat. Donc aujourd'hui, on va vous présenter cette nouvelle édition du baromètre Tech2Med de la pratique omnicanale des pharma 2023 avec Emma de Crozon. On va déjà se présenter. Donc je suis Franck Lemeur, je suis président fondateur de Tech2Med. J'ai été auparavant dans l'industrie pharmaceutique pendant 24 ans et j'ai créé Tech2Med il y a maintenant 5 ans. Et vous allez voir après qu'on adresse un certain nombre de questions autour du numérique en santé. Et je suis accompagné de Emma. Bonjour à tous, donc je suis Emma de Crozan, consultante Omnichannel et Customer Engagement chez Tech2Med depuis mai 2021 et du coup je m'occupe de toutes les missions sur le changement du modèle d'interaction avec les professionnels de santé. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Emma. Donc juste deux, trois slides pour vous dire voilà ce que c'est Tech2Med. Hein. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un jeune cabinet de conseil et de développement autour du numérique en santé. Hein. Notre mission et notre ambition, c'est vraiment voilà, de créer du lien entre cette vague technologique qui touche notre société et qui accélère, et bien évidemment le monde de la santé qui, lui, a un certain nombre de problématiques, de challenges qui sont de plus en plus nombreux. Et donc, on adresse à travers nos missions et nos productions un certain nombre de ces sujets. Nos trois missions, bien évidemment, hein, c'est l'anticipation, l'inspiration. Vous savez que nous sommes organisateurs d'événements. Nous avons créé Pharma Tech avec un club qui a pris naissance cette année. Nous avons créé, bien évidemment, Digital Therapeutics France, hein, qui est devenu le deuxième événement mondial en nombre de participants sur cette thématique des thérapies numériques, derrière celui des US. Et puis, nous avons un événement bientôt qui arrive, c'est le Health Social Data Day qui sera en mars 2024 et d'autres réalisations, j'espère, dans les prochains mois. Nous sommes organisme de formation, Calliope, donc nous avons un panel d'une quinzaine de modules de formation, dont 5 masterclass. On en parlera un petit peu à la fin. Et nous avons une offre de conseil, voilà, qui est une offre qui s'adapte la plupart du temps aux besoins de nos clients. Pour entrer ce sujet de l'omnicanal, hein, on va dire que post-Covid, et vous allez le voir à travers le baromètre, il s'est passé un certain nombre de changements dans la stratégie, dans la tactique des laboratoires. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est passé un peu de la période on pratique l'omnicanal ou le digital en mode dégradé pendant le Covid avec un branchement, j'appelle un peu le branchement des tuyaux, à une forme de structuration plus prononcée de la pratique omnicanal. Hein. Déjà, ça devient un axe stratégique d'entreprise. Même si on voit dans certains laboratoires mon cœur balance entre le passé et l'avenir, on voit aujourd'hui que les thématiques que nous rencontrons le plus, hein, c'est très clairement l'acquisition et la structuration de la connaissance client autour de données utiles, la construction de scénarios omnicanal. Hein, alors ça va, vous appelez de journées qui sont faites autour de personas, de clients, mais ça peut se faire de plus en plus autour de moments clés, par exemple un congrès, une RP, une opération très importante. On a aussi une volonté de réviser le go-to-market. Hein, ça, c'est le troisième cas qu'on rencontre, c'est quand finalement on se réinterroge sur le parcours patient et les points de contact patient pour de santé, et ça réinterroge effectivement sur les stratégies d'engagement à tout point de vue. Donc, on découvre par exemple qu'il y a des cibles qui ne sont pas vues par la visite médicale, mais qui peuvent être vues sous d'autres moyens. Parallèlement à ça, bien évidemment, on voit apparaître de plus en plus des demandes de stratégie pure play, 100% digital, parce que effectivement, vous avez des spécialités qui ne sont plus du tout visibles, ou parfois des choix de compagnies qui sont finalement d'adresser purement par du digital certaines cibles pour lesquelles en fait on est plus en opportunité. Enfin, bien évidemment, apprendre à resegmenter ses clients traditionnels autour de composantes attitudinales ou affinitaires est un élément aussi qu'on voit. Et le dernier sujet qui monte aussi beaucoup en ce moment, c'est effectivement réinventer sa stratégie de contenu. On sait que le contenu fait partie de l'équation des interactions et de l'engagement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a besoin effectivement d'être révolutionné.
Donc, on va pouvoir maintenant vous présenter les résultats de notre baromètre de la pratique omnicanale des industries pharmaceutiques en 2023. Avant ça, juste un petit point sur la méthodologie de cette enquête. Donc, elle a été menée du 4 septembre au 29 septembre. Donc, on a vraiment un focus France, hein, uniquement des filiales françaises de laboratoire. Le questionnaire, il a été administré via SurveyMonkey et envoyé par mail à une cinquantaine de décideurs de la pharma, donc c'est-à-dire codir, mais aussi vente, marketing, médical, customer excellence, customer engagement, omnichannel. Et sur cette cible, on a eu 27 répondants de 20 laboratoires pharmaceutiques différents. Donc, Juste préciser, Hélène, que oui, pardon. effectivement, c'est que nous avons fait une interview très qualitative, hein, c'est-à-dire qu'on a interrogé que des dirigeants, voilà, soit des membres du CODIR, soit des personnes qui sont en charge de effectivement de la stratégie de changement et des interactions. Donc, ce qui fait que c'est pas un échantillon très large, c'est un échantillon vraiment de décideurs pour avoir un panel de décideurs de l'industrie pharmaceutique. Mm. Tout à fait. Donc, première question qu'on a posée hein, sur la progression de la transformation du modèle d'engagement des laboratoires. On se rend compte qu'aujourd'hui, 40% des laboratoires qui ont répondu estiment être bien avancés dans leur transformation. C'est 3 fois plus qu'en 2021 lorsque nous avions posé la même question. Donc, on voit bien qu'il y a, voilà, le virage est enclenché. On est passé, comme disait Franck tout à l'heure, au branchement des tuyaux, à une volonté de construire un modèle plus durable. Malgré ça, et on va le voir au cours des résultats de cette enquête, que le cœur balance encore entre l'ancien modèle et les anciennes habitudes et la construction d'un nouveau modèle. Une des preuves, effectivement, aussi de cette traduction de changement de virage, c'est la volonté de mettre des KPIs hein, sur le canal un peu plus structuré. Avant, on avait des indicateurs assez traditionnels qui étaient effectivement les taux d'ouverture d'email, les participations à des webinaires, un certain nombre de choses. Là, on voit aujourd'hui que de nouveaux indicateurs arrivent et qu'on essaie de les structurer dans des tableaux de bord. C'est plus qu'en 2021, c'est, vous voyez, pratiquement le double de tableaux de bord réguliers par rapport à 2021. Pour autant, notre constat, c'est que les tableaux de bord se montent encore dans pas mal de labos en mode dégradé. C'est-à-dire que souvent, on récupère des données sur une base venant de quelque part, puis on va faire un extract de Salesforce Cloud sur son CRM Viva, et on a parfois dans les services de Customer Excellence ou de BI des personnes qui s'amusent finalement à compiler. Sont pas encore très développés les outils d'utilisation assez large de business intelligence, hein, comme je connaissais Business Object il y a quelques années. Les laboratoires ont des licences Power BI. Pour autant, pour que ça devienne finalement des requêtes automatiques et pratiquement en temps réel, on en est encore au début. Autre question sur la structuration, bien immense, c'est est-ce que vous avez, alors ça c'est une question qui est assez nouvelle, hein, puisqu'on ne l'avait pas posée en 2021, c'est est-ce que vous avez finalement des infrastructures IT qui vont supporter vos stratégies omnicanales? Bien évidemment, faire de l'omnicanal sans data, c'est juste un pilotage, on va dire, simple des choses. Mais si vous voulez demain avoir une pratique omnicanale plus construite et porteuse d'expérience client satisfaisante, la data va devenir clé. La data doit être structurée, enregistrée, classifiée. Et donc, effectivement, là, on vous a mis deux types de data warehouse ou de customer data platform, hein, qui seront des choses. Là, aujourd'hui, 56% des laboratoires nous répondent que les infrastructures se mettent en place. Alors, nous, on le voit effectivement par la mission, mais c'est encore, alors, 9 fois sur 10, c'est porté par le global, ce sont des investissements très lourds. Mais bien évidemment, les Customer Data Platform, elles vont avoir besoin, et finalement, après, de s'homogénéiser et de créer des conditions de flux de transfert de données, à la fois qui rentrent, mais aussi qui sortent avec des traitements de ces données qui peuvent servir finalement les stratégies et les tactiques. Et en tout cas, on note hein, que la connaissance, en tout cas, d'une infrastructure client, data client, aujourd'hui, est quelque chose qui rentre dans les sujets de discussion. Alors, les données qui composent cette connaissance client, aujourd'hui, on voit un progrès aussi, mais majoritairement, vous voyez, c'est déclaré comme ça, on reste sur des données assez traditionnelles qui sont toujours les mêmes, hein, le potentiel de prescription, les conditions d'accès au client, je reçois ou pas la visite médicale,
Les données attitudinales font partie maintenant des données déclarées, hein. On voit que ça augmente aussi. Les données affinitaires, les données environnementales sur l'environnement du patient, l'environnement du médecin. Ces données qui commencent aujourd'hui à être récoltées, mais sont encore en démarrage, hein, toutes ces stratégies finalement de mapping de données nécessaires et de structuration d'acquisition de ces données, hein. La pharma, si elle demain, elle veut être effectivement data-driven et amener plus de personnalisation aux interactions, des données autres que les données de prescription et de potentiel d'accès vont être nécessaires pour pouvoir le faire. Alors, le CRM, la pratique du CRM, c'est plus le CRM est déployé partout aujourd'hui, hein. Vous savez, je rappelle il y a 3 CRM principaux constatés dans la pharma. Bon, le principal, c'est Viva. Viva qui occupe à peu près 80% des licences utilisées dans la pharma. La petite histoire, vous savez, c'est que Viva est en train de se séparer de Salesforce et de construire son propre écosystème. Salesforce a donné une licence à Acuvia qui s'appelle Orchestrated Customer Engagement, qui représente une bonne partie du reste, hein, au-delà des 80%. Vous avez aussi Microsoft Dynamics qui rentre aussi dans certains laboratoires. Mais on voit aussi Salesforce qui revient avec une offre santé propre et donc qui veut, voilà. Ça, c'est la petite parenthèse sur l'état des CRM. Pour autant, le CRM aujourd'hui est utilisé encore, on va dire, pour des tâches classiques, à savoir aller voir une fiche client, obtenir des consentements, des opt-in, hein, vous savez, envoyer des emails, rajouter des rendez-vous dans l'agenda, faire des visites à distance, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais pour ce qui est aujourd'hui d'organiser, de structurer en fait une expérience client, de piloter une expérience client, on voit que là encore, c'est pas encore une fonctionnalité bien utilisée. Et on voit émerger, ça c'est intéressant, les modules de suggestion, modules de suivi de performance, hein, ce qu'on appelle un peu le module business intelligence, qui sont encore un peu sous-représentés. Mais on voit quand même que le CRM devient un outil pratiqué. Je dirais que ceux qui sont en train de déployer leur nouveau CRM aujourd'hui sont parfois que dans les 2 premières bulles, hein, c'est-à-dire avoir la fiche client et obtenir les consentements. Surtout ceux qui ont déployé récemment OCE, hein, avec Acuvia. Donc les modules d'approve d'email, les modules de VAD se mettent en route que progressivement. Et ils sont obligés effectivement d'avoir des outils à côté, comme Teams pour faire des visios, etc., pour pouvoir réaliser leur expérience client. Donc ensuite, on a posé la question, qui est-ce qui motive la pratique de l'omnicanal au sein de votre entreprise? Et ce qui ressort, c'est que c'est le global, le marketing et la direction générale qui motivent principalement la pratique de l'omnicanal. Le client, qui est pourtant le principal intéressé, il est cité que par 22% des répondants. Donc nous, ce qu'on en déduit, c'est que l'industrie pharmaceutique, elle n'est pas encore tout à fait customer-centrique. Pour autant, on voit quand même apparaître des fonctions qui émergent dans l'industrie pharmaceutique de customer experience, omnichannel, customer engagement, etc. et qui là sont cités comme des drivers de la pratique omnicanal. Je peux rajouter un commentaire, Emma, à ça. Vous allez voir aussi que, vous savez que dans les laboratoires, il y a des laboratoires qui ont fait le choix de reconfigurer complètement leur modèle d'engagement. On peut prendre l'exemple de Roche, hein, qui a décidé de ne plus faire de visite médicale et d'être sur finalement un back-office digital plus important. Euh, on voit aussi des laboratoires qui ont changé les missions de leur visite médicale, hein, parfois plus tournés vers les parcours patients que sur des fonctions promotionnelles pures. Donc, il y a des choix qui sont faits, mais comme on vous le disait au début, on voit aussi certaines directions HQ globales qui se posent la question de l'efficacité commerciale actuelle des modèles déployés. Donc, c'est là qu'en fait, aujourd'hui, il y a parfois, dans certains laboratoires, une injonction à revenir un peu aux basiques, aux fondamentaux, qui serait de refaire du contact, de la fréquence de visite, etc. Pour autant, je pense que les clients ne sont pas dans la mesure de revivre les mêmes quantités de contacts tels qu'on les a connus dans le temps post-Covid, hein, ou pré-Covid. Donc, en fait, l'idée, c'est que il faut développer des stratégies d'engagement client différentes, alternatives, de plus en plus voilà, hybride. Mais effectivement, on voit que la visite médicale a encore un rôle très important dans l'efficacité commerciale. Et ça, c'est une réalité que pas mal de laboratoires qui ont fait des choix assez drastiques se posent comme question aujourd'hui.
Quand on a posé la question de la volonté de continuer à implémenter l'omnicanal et le développer au sein des entreprises, mais on a un niveau d'ambition hein, qui est très important pour l'année 2024 avec des investissements financiers qui vont dans le même sens. Et on a demandé aux répondants quelles étaient leurs priorités d'investissement pour 2024. Donc, c'est le contenu adapté, hein, le développement de contenu qui ressort avec l'organisation et les process. Euh, on voit aussi qu'il y a certaines volontés d'investissement qui sont citées avec les plateformes clients, CDP, donc toutes ces plateformes de connaissances clients. Donc elles sont très peu citées, pourtant elles nécessitent des investissements lourds qui doivent être soutenus par le global. Ensuite, on a posé la question des freins. Qu'est-ce qui bloque à la pratique de l'omnicanal au sein des entreprises? Donc, il y a de nombreux freins hein, qui ont été cités. Celui qui ressort particulièrement, c'est la culture. On se rend compte que il y a vraiment ce reste de culture product-centrique qui entraîne peu à peu de se transformer en une culture qui se veut être plus customer-centrique, mais comme on le disait au début, il y a encore cette balance entre voilà, les vieilles habitudes et la construction de nouvelles pratiques. Donc cette culture, elle bloque. Il y a des progrès à faire, mais on se rend compte que aussi il manque des assets comme ceux qui sont cités là, les infrastructures informatiques hein, qui sont la base aussi de toute cette pratique omnicanale. On a vu dans pas mal de laboratoires la volonté de dirigeants de faire venir, en termes de témoignages, des intervenants, par exemple de l'automobile ou de la grande consommation, qui ont développé des stratégies extrêmement customer-centriques. Et ils en ont aussi émis les raisons pourquoi, enfin les leviers d'y aller et de s'engager vite. Et souvent, c'est parce que vous avez une concurrence inhabituelle, extrêmement forte, qui vient impacter votre performance si vous n'arrivez pas à construire des assets et des démarches clients extrêmement aboutis. Je prends toujours l'exemple de la Fnac, hein, vous vous rappelez, et de Darty, qui se sont retrouvés face à Amazon, donc sur une burning platform, et qui ont donc changé complètement de culture avec le développement d'une marketplace commune, hein, et qui a permis finalement d'éviter le chaos et d'arriver, tout en maintenant d'ailleurs leur magasin, hein, d'éviter effectivement de perdre toute la partie commande en ligne et vente en ligne que Amazon offrait. Donc, c'est Discount, la marketplace de Fnac et de Darty, maintenant fait concurrence à Amazon et ils s'en sortent comme ça. La pharma, à contrario, n'est pas sur une burning platform. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon an, mal an, un certain nombre de ces, voilà, de ces performances continuent d'aller correctement et ne se retrouvent pas face à un mur en termes de changement. C'est pour ça que c'est des cultures qui sont beaucoup plus longues à changer. Et certains dirigeants montrent quand même que les ingrédients sont quand même là pour que demain, la conversation avec les médecins soit très clairement plus difficile. Impact des jeunes générations, impact du customer facing qui diminue. Je crois que Pierre-Yves Dédier est dans l'audience, mais on a parlé il n'y a pas très longtemps au titre d'Infostat d'une diminution très large des contacts offerts, provoqués et fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Les fréquences ont beaucoup bougé aussi. Donc, les ingrédients finalement d'une dégradation de la conversation sont là. Et par contre, personne ne sait à quel moment, effectivement, elles peuvent être extrêmement compliquées pour maintenir. Donc la culture, elle a besoin de changer et elle a besoin d'acquérir ce qu'on appelle les bonnes raisons d'agir, les bonnes raisons d'y aller par rapport à ça. Après, il y a les questions budgétaires, managériales, d'avoir les compétences qu'il faut pour le faire, etc. Les process et la compliance vont aussi devoir s'adapter à des process complètement changés parce que l'échelle de temps peut être différente, etc., etc. Donc en fait, vous avez vraiment des freins encore qui sont présents et c'est vrai que la croyance dans un modèle hybride pérenne n'est pas encore partout répandue dans l'industrie pharmaceutique. Donc, en synthèse hein, de cette enquête que nous avons menée, hein, on voit bien que la transformation, elle est engagée, elle est enclenchée avec cette balance entre voilà, les anciennes habitudes et le nouveau modèle. On voit aussi que la connaissance client, elle se développe avec des données qui permettent une personnalisation de plus en plus fine, même si ce sont toujours les données historiques qui continuent d'être collectées et utilisées en priorité. On a vu également qu'il existe encore de nombreux freins, des leviers activés pour optimiser la pratique et que un de ces freins est la culture qui est encore trop centrée sur le produit dans l'industrie pharmaceutique.
Voilà pour les résultats de cette enquête. Juste avant de répondre à vos questions, on voulait vous signaler que demain allait sortir une infographie qui présentait l'ensemble des résultats de l'enquête. Ici, aujourd'hui, on vous a fait voilà, un récapitulatif des chiffres les plus importants, mais là, vous avez l'intégralité des réponses dans une infographie, donc elle sortira demain midi. Euh, Aussi, on réalise un certain nombre d'infographies. Vous pouvez les trouver sur notre site internet ou en flashant ce QR code. Donc, la dernière qu'on a sortie, c'est les facteurs clés de succès d'un modèle d'interaction omnicanal réussi. Et on en a deux nouvelles prévues sur cette thématique, donc, dont une sur les nouveaux métiers de l'industrie pharmaceutique qui permettent la construction d'une conversation omnicanal avec les clients et une sur la pratique de l'omnicanal, un petit peu un état des lieux du avant et après. Voilà, on peut répondre aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et puis on y répondra. On évite d'ouvrir les micros avec tout le nombre où vous êtes, mais alors, Angélique nous pose une question sur les organisations. Quelle évolution voyez-vous? Alors, l'évolution qu'on voit actuellement, c'est la création d'organisations dédiées en fait à l'orientation client, la Customer Excellence. Hein. Vous avez la Customer Engagement. Ce que disait Emma, c'est qu'on voit des nouveaux titres, des nouveaux postes qui se préfigurent. Ce qui peut-être être limitant, c'est que ces services sont souvent à côté du marketing. Et la fonction marketing, qui est une fonction qui, elle, doit être aussi un moteur très important voilà, d'investissement et trucs, et parfois un peu en parallèle de ces fonctions-là. Et l'idée, c'est de voir peut-être que demain, ces organisations soient un peu plus intégrées de manière à avoir plus d'efficacité dans la réalisation des campagnes ou autres, parce que le plan marketing discute avec le plan client, et finalement voir un peu est-ce que moi je suis pas trop focus produit versus quelqu'un qui est très focus client. Donc on voit que aujourd'hui cette intégration, c'est peut-être un des prochains mouvements qu'on peut voir, alors qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir les BU produits versus les centres d'excellence client ou les services supports dédiés aux clients. Et c'est dans beaucoup de laboratoires qu'on voit ces organisations. Donc, est-ce que demain, finalement, on ne va pas avoir un shift plus important? Peut-être aussi, en termes d'organisation, c'est l'émergence, peut-être plus de présence de spécialistes de la data. La data science, aujourd'hui, elle a été désinvestie dans la pharma, dans certains domaines, notamment dans l'éthique, peut-être un peu moins dans le business de l'officine ou les business transactionnels, hein, où il y a effectivement des conditions commerciales très, très développées. Mais on voit effectivement que la data mériterait de revenir et le data management mériterait de revenir pour traiter et pour donner du sens aux données qui peuvent être utiles. Alors, Rémi pose une question sur l'acculturation des équipes ressorties dans les résultats d'enquête. Le besoin en formation, c'était un des besoins principaux dans l'ancien baromètre. C'était, je crois, numéro un, il me semble. Hein. Oui, c'est Aujourd'hui, il est ça. plutôt en troisième, quatrième rang en termes de besoins en levier de réussite. Comme nous, on opère pas mal de formations sur ce sujet-là, on voit que effectivement, des personnes aujourd'hui sont déjà acculturées, comprennent, ont compris un peu la logique de changement, etc. On voit plus maintenant des besoins en formation quant à l'exécution et à la pratique, qui soit plus à dire que, ok, on sait que l'importance de travailler. Par contre, savoir opérer et savoir travailler en manière décilotée avec le réglementaire, les ventes et tout pour intégrer des campagnes omnicanal, là on voit qu'il y a encore des sujets. Alors, il y a une question qui a Alors, été posée sur le Julia, profil. Oui. ouais. Bah, en fait, Alors, on a un peu de tout. On a des très gros, on peut citer, on a Pfizer, Sanofi, on a des plus petits labos, mais voilà, il y a une vingtaine de labos qui sont, comme la plupart des gros sont là. AstraZeneca a répondu. Vous avez tous le top 5. Janssen a répondu. Je pense que vous avez à peu près. et c'est les filiales France qui ont répondu. Ouais.
Pierre Denayer, bonjour Pierre, nous pose une question qui est est-ce que vous considérez les canaux tiers, comment intégrer les médias qui sont clés? Très bonne question. Les canaux tiers sont effectivement les canaux éditoriaux qui peuvent avoir des partenariats. Donc aujourd'hui, on voit des laboratoires monter des stratégies partenariales avec des éditeurs pour interagir. Il y a un sujet qui ressort, c'est l'intégration des données et le partage des données. Les médias ont leur propre consentement. Voilà, donc il y a des partages de statistiques, mais se pose la question de savoir comment on peut travailler ensemble. Maintenant, les canaux tiers aujourd'hui sont porteurs de contenu et c'est souvent une solution de production de contenu euh, dans des verticales, hein, thématiques plus structurées, plus snack, vidéo, podcast, donc un peu plus adapté finalement aux besoins des médecins. Donc c'est vrai que ces canaux tiers, hein, je parle des grandes plateformes éditoriales, eux sont vraiment extrêmement au contact des médecins et ils savent à peu près ce qui est consommé. Donc les laboratoires pourraient plus s'inspirer effectivement de travailler avec des tiers, en tout cas pour avoir les contenus, mais aussi demain pour avoir des opérations spéciales ou des opérations croisées sur les clients. Il y a une autre question, peut-on faire de l'omnicanal sans être doté des grosses machineries coûteuses et longues à mettre en place et maintenir? Laurent, oui, la réponse est claire. Vous avez des tas d'entreprises, y compris nous, des petites entreprises qui avons notre CRM, hein. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut faire du CRM avec un cloud, avec peu de moyens. Toujours très, très impressionné du coût que payent parfois des laboratoires sur des licences avec un taux d'usage du CRM qui est relativement faible, hein. C'est comme si vous prenez une licence Excel et vous faites deux tableaux avec trois additions versus les fonctionnalités que vous avez. Le monde du CRM est très démocratisé. Vous avez plein de solutions qu'on n'a pas citées là, mais qui sont Pipedrive, qui sont d'ailleurs potentiellement connectables avec d'autres CRM, hein. On peut faire ce qu'on appelle du mirroring avec les bases. Et quand on n'a pas de grande customer data platform, quand on n'est pas un grand groupe, on peut travailler avec un cloud et avoir une réflexion et une stratégie client tout à fait possible. Des petites entreprises peuvent utiliser des licences Salesforce, TPE, PME, Pipedrive, HubSpot, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on a un champ des possibles avec ce qu'offrent les moyens informatiques aujourd'hui, le cloud. On peut y interfacer des SMS, des emailing. Vous savez, avec les fameuses API, on peut interfacer sa messagerie, son site web, sans pour autant voilà, avoir besoin de prendre des grosses armadas pour pouvoir y arriver. On connaît plein de sociétés qui font même de la vente en ligne, hein, qui utilisent des sites avec des CRM intégrés qui permettent de gérer leurs clients, les réassorts, etc. Donc, tout est effectivement possible avec des moindres grosses structures. Ensuite, question, quid de l'acculturation au niveau des soignants patients? Alors, Céline pose cette question. Merci, Céline. Euh, je, je pense que, je ne sais pas si on parle d'acculturation, mais en tout cas, on a quelques exemples de go-to-market, d'ateliers qui ont été faits où on repart du patient et des soignants pour comprendre finalement leurs besoins et leur levier d'interaction. C'est-à-dire que se poser la question de savoir quel est le parcours numérique d'un patient pour se former, pour s'informer sur sa maladie. Quel est voilà, qu'est-ce qu'un jeune interne fait? Donc en fait, je ne sais pas si on a des actions des gens avec eux. Par contre, le fait de savoir aujourd'hui quels sont les leviers de conversation qu'on peut avoir avec des patients Parce qu'on peut parler avec des patients aujourd'hui. Je rappelle que vous avez pas mal de laboratoires qui ont des communications patients, grand public, hein, sur des réseaux sociaux et autres. Donc, on peut faire des opérations et ça fait partie, je pense, des nouveaux go-to-market omnicanaux que de se réinterroger sur les parcours patients pour identifier tous ces points de contact intéressants et de savoir quelle est leur nature. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas si après c'est une accusation, mais déjà de s'aligner sur les besoins est déjà une première étape. Ensuite, une question, est-ce que vous avez déjà observé des use cases Gen AI qui ont été intégrés aux pratiques omnicanal? Alors oui, récemment, une agence de com a présenté que on pouvait parler dans un micro, choisir un avatar et générer une vidéo d'expert ou une vidéo avec ça. Donc, très clairement, hein, on n'a pas parlé des autres canaux comme les robots conversationnels, comme des emails automatiques. Sachez que
Nous, on a une demande de formation en ce moment, on ne va pas dire pour qui, mais qui est intéressante, qui consiste à voir comment ChatGPT, GenAI, l'intelligence artificielle va rentrer dans les métiers de la promotion, les métiers même de l'information médicale. On a des applications tout à fait concrètes aujourd'hui. Par exemple, on avait fait un webinaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, où un délégué sort de sa visite, parle avec une AI, et finalement, tout ce qu'il raconte en visite est codé et rentre directement en CRM. Donc, tout ce qui va permettre effectivement de multiplier l'aide à la connaissance client, l'aide à la captation, voire même rédiger des emails automatiques par rapport à ou proposer des emails automatiques à un délégué sur la base d'une connaissance client établie, avec un texte établi, pas forcément avec une suggestion de faire un email, hein, c'est avec un texte établi, avec le contenu qui va bien. Ce sont des choses qu'on voit apparaître aujourd'hui très clairement. Voilà, donc c'est pas de la science-fiction et des laboratoires sont déjà sur des laboratoires sont déjà sur des prototypes là-dessus. Je vous invite à revoir le webinaire qu'on avait fait avec Illumin Technologies en début d'année, qui est sur notre chaîne YouTube, où on avait eu un démonstrateur de l'utilisation de la Natural Process Language. Un délégué parle à un robot, il raconte sa visite, le robot lui pose des questions et tous les champs d'information client précodés sont remplis directement au CRM. Ce qui évite de remplir des Excel avec tous les risques que ça comporte au niveau RGPD et aussi voilà, d'avoir la contrainte du délégué d'écrire. Là, il parle et il remplit directement. C'est utilisé en médecine, dans plein d'autres domaines. Ensuite, question suivante, comment intégrez-vous les MSL dans cette démarche? Y a-t-il une différence d'acculturation entre MSL et délégués dans votre enquête? Alors, le MSL aujourd'hui, il est au cœur de l'équation. Quelques exemples. Le MSL aujourd'hui est une fonction réglementairement on-demand, hein, sur requête. Euh, Comme les points de contact visite médicale et spécialistes ont baissé, les requêtes vers les MSL ont baissé. La, medical, la MSL Society a bien établi qu'il y avait une baisse d'activité aujourd'hui des MSL en demande spontanée. Donc, on voit pas mal de managers médicaux aujourd'hui demander aux MSL d'autres missions, des missions de direction médicale en région, qui sont donc un peu plus push. Et surtout, on demande au MSL de travailler beaucoup plus avec le numérique et le digital aujourd'hui et de rentrer dans l'équation client. C'est-à-dire que le MSL fait partie de l'expérience client. Donc, la frontière ou le firewall qu'on voyait entre le CRM médical et le CRM commercial ont maintenant des points de contact qui fait que n'importe quel interlocuteur d'entreprise va voir comment chaque interlocuteur d'entreprise rentre dans l'équation d'expérience du médecin. Donc, on voit aujourd'hui le rôle du MSL évoluer. On a d'ailleurs une masterclass qui s'appelle MSL 2.0 à l'heure du numérique, hein, influence scientifique, sélection des digital opinion leaders, tout ça. Donc, il y a tout un pan du métier qui est aussi revisité aujourd'hui du fait du nouvel agenda des médecins. Donc, question suivante, savez-vous où sont les pharmas dans le déploiement de l'omnicanal avec les pharmaciens d'officine? Alors, bon, la pharma, parce que j'ai pratiqué un petit peu avant dans mon ancien métier, la pharma enfin, la pharma a un agenda numérique déjà très développé, ne serait-ce que c'est un endroit transactionnel avec de la commande, des réassorts, des gestions de stock. Ils ont un CRM, ils ont effectivement, je sais pas un CRM, mais une quantité de données considérable sur lequel aujourd'hui on y voit un certain nombre de services. La pharma, elle, est très clairement aujourd'hui en mode omnicanal avec les laboratoires, puisque aujourd'hui vous avez des écrans sur le LGO, vous avez des emails, vous avez des SMS de commandes, enfin, vous savez tout ce que vous vivez, par exemple, quand vous êtes chez Amazon, vous pouvez le vivre aujourd'hui en étant dans une pharma et suivre l'état de enfin, vos interactions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la pharma aujourd'hui va probablement s'ouvrir de plus en plus avec ses outils d'omnicanalité, mais vers le patient, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des patient relationship management, la capacité aussi de gérer des cohortes de patients voilà, du suivi hors les murs, hein, du patient. Donc aujourd'hui, on voit des choses de plus en plus se développer là-dessus, dans l'intérêt des patients d'ailleurs. Ensuite, il y a une dernière question sur le marketing pool, comment il se met en place, quel intérêt. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est que des laboratoires ont envie d'interagir avec des professionnels de santé pour lesquels ils n'ont pas engagé encore de conversation.
Et ce marketing pool, il va permettre voilà, de les attirer à eux et ensuite d'engager une conversation et de toucher des cibles non vues. Donc ça, c'est l'intérêt principal. C'est clair qu'aujourd'hui, 95% du marketing omnicanal de la pharma est plutôt push, mais des laboratoires s'interrogent sur comment créer du trafic entrant pour acquérir des points de contact, créer des expériences de zéro. Et sincèrement, je pense que vu l'augmentation des médecins non vus, voire parfois le potentiel que représentent certaines cibles qui ne sont pas du tout visitées dans la visite médicale, nous, on vous l'a dit au début, on a eu des briefs de mission pour construire des stratégies, ce qu'on appelle pure play, sur soit des molécules qui sont plus en promotion, mais qui peuvent, voilà, ou des molécules qui n'ont pas les moyens d'investir dans un réseau initialement, et qui ont travaillé sur l'influence scientifique, sur voilà, du bruit, et créer des assets qui vont faire qu'au moment où des médecins vont rentrer dans l'équation de la conversation, mais ça fait beaucoup s'interroger sur euh, les capacités de pool, hein, donc l'infrastructure, on va dire technologique, au moins un site internet intéressant, et surtout le contenu. Parce que sincèrement, je vois pas comment un médecin viendrait vous voir s'il n'a pas quelque chose d'intéressant à voir. Donc, si c'est pour visiter des fiches POSO ou des avis de transparence, je pense qu'il va pas venir. Par contre, si il y a des experts qui parlent, s'il y a des vrais services avec de la valeur, c'est là qu'on peut ou des formations et des choses, et c'est là qu'il va rentrer dans votre maison. Voilà. Et Donc, Marina Furtado, c'est le séminaire, c'était le webinaire avec Illumine Technologies sur notre chaîne Tech2Med YouTube. Vous le trouverez. Voilà. voilà, il n'y a plus de questions. Je crois qu'on a répondu à Oui. tout. Il est 40, on va bientôt vous libérer. Juste avant de terminer, euh, on réalise des masterclass, hein, comme on vous l'a dit au début, on est organisme de formation certifié Calliope. Et sur la thématique de l'omnicanal, on propose deux masterclass, une qui est dédiée aux décideurs et une qui est dédiée au terrain, donc là qui va être un peu plus opérationnel avec un game omnicanal à réaliser. On a également une masterclass sur la définition de la stratégie data client. Sachez qu'on organise une session inter-entreprise mardi prochain. Il reste une place pour cette session, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Et la prochaine session, la suivante, sera le 12 mars 2024. Voilà, et on propose également d'autres formations, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Voilà pour nous. Merci Et à si tous. vous voulez recevoir les slides si vous voulez recevoir les slides, Mm. vous pouvez nous demander un contact avec nous-mêmes. On a un slide kit, hein, si vous voulez le réutiliser en interne chez vous. Il y a plus de résultats d'ailleurs que dans ce qu'on vous a présenté. Donc, si vous le voulez, vous pouvez nous l'envoyer, on vous l'enverra par mail. Mm. Merci beaucoup pour cette connexion. Puis vous pourrez retrouver, bien évidemment, en replay ce webinaire. Oui. Merci à tous. Bonne journée à tous.